Bonjour Bruno Coleman. Voilà, la première question, c'est donc depuis près de 40 ans, nous, on peut observer un glissement des rôles des États européens qui sont devenus de plus en plus malléables aux exigences du marché, jusqu'à en perdre certains de leurs attributs régaliens. Pouvez-vous expliquer cette évolution et sa raison d'être, et quelles sont les confusions de la confusion des genres entre État et économie? Le point de césure dans la trame idéologique de notre société, c'est le début des années 80. C'est donc l'élection de Thatcher en 79, de Reagan en 80 et surtout la nomination de Paul Volcker aux États-Unis comme président de la Federal Reserve, qui a voulu juguler, combattre l'inflation qui avait fait perdre au capital à peu près 50% de sa valeur dans les années 70. Et en fait, cette révolution qu'on qualifie de néolibérale a eu comme constante, comme invariant de considérer la supériorité des marchés sur tout choix qui serait mis en œuvre par des États. C'est le modèle américain qui s'est imposé, c'est un modèle qui est fondé sur la faible protection sociale, qui est aussi basé sur la mobilité exacerbée des personnes. Et en Europe, on a intégré ce modèle sans d'ailleurs se rendre compte qu'il était incompatible avec la notion d'État-providence telle qu'on l'a bâti après la Seconde Guerre mondiale. Et en vérité, aujourd'hui, on voit une collision de modèles, puisqu'on voit que ce néolibéralisme n'est pas compatible, n'est pas miscible avec la perpétuation d'un certain état social. Mais depuis les années 80, le pouvoir politique s'est progressivement dilué, subordonné à ce tout au marché, puisqu'en fait, on a commencé à parler de marché des capitaux, de marché de l'emploi, comme si en fait la spontanéité de la formulation des prix du marché était supérieure à l'élaboration d'une trame de pensée collective élaborée par la collectivité. Et donc, on a commencé à, non pas à mélanger les États et les économies, ou en tout cas la sphère marchande, on a subordonné les États à la sphère marchande. Et on le voit d'ailleurs très bien en Europe, la plupart des investissements publics dans les pays européens ont commencé à être délaissés à partir du début des années 80 et abandonnés donc au secteur privé, alors qu'on sait très bien qu'on ne gère pas un État comme une entreprise. Une entreprise est à la recherche du monopole temporaire, c'est Schumpeter qui a très bien expliqué ça, tandis qu'un État doit gérer des valeurs collectives dans un contexte de solidarité. Donc, c'est une confusion des genres qui a d'ailleurs touché de nombreux domaines, comme par exemple le domaine juridique. On voit qu'on est entré dans un monde de normes et qui a abandonné progressivement le corpus juridique. Alors, est-ce que c'est la pandémie, principalement la pandémie du coronavirus, qui va nous demander de repenser rapidement l'articulation entre l'État et le marché? Non, je crois que la pandémie est un accélérateur de réflexion, mais plus fondamentalement, depuis maintenant 10 ans, on ressent de manière intuitive, mais aussi de manière macroéconomique et quantifiée, qu'il y a une collision, un choc de modèle entre l'économie de marché telle qu'elle est promue par les États-Unis et le maintien d'un État social. Et pourquoi est-ce que cette collision apparaît maintenant? Parce que nous traversons, nous abordons le vieillissement de la population, parce que la croissance réelle de l'économie, ce qu'on appelle les gains de productivité, sont en croissance, mais de plus en plus réduites. Et donc, les engagements sociaux vont devenir impayables, en tout cas selon le schéma de pensée habituel. Et ça conduit d'ailleurs à un écartèlement des États entre, d'une part, une population en attente de biens sociaux et d'autre part, une sphère marchande qui leur échappe. Et le coronavirus, en fait, est le rappel de la valeur des biens sociaux et des dépenses sociales et des investissements productifs que l'État doit effectuer. Mais donc cette articulation nouvelle entre l'État et les marchés, ce nouveau dialogue entre l'État et les marchés n'a pas été, déclenché, qui a peut-être été précipité par la crise du Covid. C'est une tendance de fond, de réflexion qui, à mon avis, a émergé il y a une dizaine d'années, mais c'est une réflexion à laquelle on n'a pas encore donné de réponse. Alors, la contribution qui est publiée donc, dans l'ouvrage Le Covid face au droit parle de la réhabilitation de l'État stratège. Donc, repartir sur cette notion d'État stratège serait la solution pour retrouver l'équilibre entre le rôle d'un État et les liens qu'il entretient avec les marchés financiers. Mais comment on va définir concrètement un État stratège et comment on peut basculer d'un paradigme à l'autre? Mais la notion d'État stratège ne veut pas dire un État administré, un État politisé. C'est plutôt un État au sein duquel, d'abord, on formule un projet de société. Et ce projet de société, à mon sens, ne peut être fondé que dans un contexte de solidarité,
avec peut-être une contrainte permanente, à savoir que toute décision politique, aussi infime soit-elle, doit être subordonnée au bien-être des futures générations. Pour moi, l'objectif, c'est que l'État puisse être réhabilité dans son rôle d'investisseur public, eu égard au fait que le secteur privé n'a pas le même horizon de temps que les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics doivent gérer une économie avec un horizon d'un demi-siècle, voire d'un siècle. C'est le cas par exemple de la transition climatique, horizon qui dépasse de loin les exigences actionnariales d'entreprises privées. Et donc, c'est la réhabilitation d'une capacité par les États de mettre en œuvre des investissements pensés, réfléchis, harmonisés. Et tout le problème est que dans le cadre européen, et plus spécifiquement de la zone euro, et qu'on n'a pas pu mettre en œuvre ces investissements parce que la doxa allemande a exigé qu'on désendette absolument les États, alors que même les taux d'intérêt étaient négatifs, et qu'on n'a pas pu donc mettre en œuvre ces investissements productifs simplement pour des questions de respect de déficit budgétaire. Donc c'est un État qui formule d'abord des valeurs morales, une vision, un projet de société, et qui articule les moyens financiers qui permettent de l'atteindre. Alors, on pourrait donc repenser un nouveau modèle social européen comme axe de solution, mais comment on pourrait faire face aux autres États, comme les États-Unis, qui ne parieraient pas sur cette stratégie? Oui, il est normal que dans le monde des inflexions idéologiques soient différentes, mais moi je crois très fort à la troisième voie, ce que De Gaulle appelait la troisième voie, c'est-à-dire, cette voie tempérée et médiane entre des régimes, plus à l'est qui sont autocratiques et le capitalisme, féroce et vorace, américain. Ce qui distingue l'Europe des États-Unis, c'est que nous avons un rapport au temps qui est plus tempéré, qui est plus calme, qui est plus équilibré et qui met l'accent, qui met l'exigence sur la protection sociale minimale, elle n'est peut-être pas suffisante d'ailleurs, alors qu'aux États-Unis, c'est la vulnérabilité de l'individu par rapport à l'économie qui fonde la nécessité de bouger, d'être à risque en permanence. Et donc, on voit d'ailleurs que la différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est que nous sommes des économies, des communautés déductives, tandis que les Américains sont plutôt inductifs. Donc moi, je crois à la troisième voie européenne, et aussi, n'oublions pas une chose, c'est que l'Europe est pétrie, de 2000 ans d'histoire, de conflits religieux, sociaux, linguistiques, que l'Europe a dû dépasser des fragmentations, géographiques, géologiques, qu'elle a dû dépasser le clivage entre le protestant et le catholique, entre l'homme des mers et l'agriculteur, et que donc nous avons développé, peut-être pas de manière, parfaite, mais néanmoins, un modèle tempéré, un modèle de solidarité, et que nous partageons un socle de valeurs, plus ou moins comparable. Et donc, ça veut dire que je crois que l'Europe doit développer, doit en tout cas réhabiliter son modèle, cette troisième voie dont De Gaulle et d'autres parlaient après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, dernière question, mais comment on pourrait financer cette crise sanitaire dans le cadre justement de cette notion d'État-innovation, État-stratège? Mais le financement n'a aucune espèce d'importance. Aujourd'hui, on a changé de paradigme financier. Auparavant, la dette de l'État qui finance les investissements productifs et les dépenses sociales d'ailleurs, cette dette devait être financée par de l'épargne, pardon, précédemment constituée. Aujourd'hui, nous avons des banques centrales qui, partout dans le monde, impriment de la monnaie, c'est-à-dire créent de la monnaie, ce n'est pas de l'épargne accumulée, en acquérant ces obligations d'État. Le seul risque, c'est d'avoir des poussées inflationnistes ou une perte de crédibilité, de confiance dans la monnaie, mais on est loin de ce scénario puisque tous les pays font la même chose. Et donc, on aura à un certain moment peut-être un rognage de l'épargne par un phénomène inflationniste, mais qui me semble aujourd'hui très lointain, voire complètement inexistant, puisque on est en sous-utilisation des capacités de production. Donc, l'argent n'est pas un problème. Non, non, ce qui est un problème, c'est la vision, c'est la cohérence, c'est l'intelligence collective et c'est le fait d'être prêt, oui, au sein de gouvernements, bien alignés à mettre en œuvre les investissements pour entrer de plein pied dans le XXIe siècle. Parfait. Merci beaucoup, Bruno Coleman. Merci beaucoup.